je vous présente aujourd'hui classe sociale et croissance de l'industrie de la mode, une question d'indicateur. Tout de suite, je vous dis que je vous présente d'une façon très modeste. En fait, c'est une recherche que j'ai débutée en octobre dernier. Alors, le temps, c'est une recension. Aussi, on tombe dans un autre registre, aussi beaucoup plus de consommation et dans une perspective beaucoup plus sociologique. Alors, mes ambitions de communication aujourd'hui, je vais vous parler de mes intuitions de départ, les objectifs et stratégies de recherche, l'état des résultats de la recension des écrits, l'interprétation des transformations, il y a le volet de la ou les classes moyennes et l'industrie du luxe. Puis, je vais vous donner un mot rapidement sur la poursuite de la deuxième phase de cette étude et le mot de la fin. Alors, mes intuitions de départ, bien entendu, quand on fait une recension, j'ai fait mes classes, alors je me suis rendu compte assez rapidement, et c'est justement en faisant cette recension de littérature, que ça m'a mis la puce à l'oreille. L'émergence des classes moyennes dans les pays tels la Chine, le Brésil ou encore l'Inde. Ça m'a mis la puce à l'oreille, pour me questionner. Et là, je me suis ramenée ici, dans les années 80, et je me suis dit, est-ce que la classe moyenne canadienne et québécoise a connu des transformations, justement, qu'en est-il de justement cette classe moyenne-là? Certaines nouvelles composantes de la classe moyenne québécoise auraient-elles modifié certains comportements d'achat, compte tenu parallèlement d'une façon similaire à ce que l'on retrouve dans la littérature, notamment chez la classe moyenne émergente en Chine? Ceci aurait-il participé au maintien de la croissance de l'industrie du luxe? Dans l'affirmatif, cet intérêt pour la consommation de luxe québécoise, entre autres, si on s'arrête juste ici, est-ce que c'est des motivations, des aspirations individuelles, collectives? Est-ce qu'on aurait l'effet ostentatoire, l'effet Veblen, comme on appelle? Est-ce qu'il y aurait la distinction, un effet d'aspiration, de motivation bourdieusienne à la Bourdieu, là, disons, la distinction, l'imitation aussi telle que l'entend selon Zimmel. Aussi, je me suis posé la question, est-ce qu'on pourrait penser que la consommation de ce type, la consommation de la mode de luxe, serait un exemple similaire au paradoxe d'Esterling? C'est-à-dire, est-ce que le seuil... Pour faire vite, rapidement, parce que je ne l'ai pas mis en diapo, le paradoxe d'Esterling, en fait, c'est la relation entre, justement, le fait d'avoir des sous, d'être riche, et la corrélation avec le bonheur. Et là, je me suis dit, si j'appliquais cette réflexion-là, justement, sur le plan théorique, est-ce qu'on pourrait penser que la consommation de luxe pourrait, elle aussi, être une satisfaction, une aspiration, justement, une très grande motivation. Poser la question, c'est d'y répondre réellement. Sauf que dans le modèle de Esterling, il y a 3 éléments qui sont à tenir. Soit la première, l'atteinte d'un premier seuil. Alors, si on met la consommation de la mode de luxe qui viendrait jusqu'à atteindre un certain seuil, l'individu de classe moyenne qui atteint cet élément de seuil, est-ce que le deuxième élément de le paradoxe est celui que dès qu'on atteint le seuil, on devient justement on s'adapte? En fait, l'histoire dit tout simplement, théoriquement, que le riche s'habitue rapidement à son mode de vie et donc à sa richesse. Donc, dès le moment où il atteint un seuil de revenus, celui-ci qui est satisfaisant pour son bonheur, il se dit satisfait, il se dit heureux et il s'adapte. Et là, ça s'enchaîne. Et là, on tombe dans un autre, 3e élément, qui est celui de la comparaison. En fait, je me suis dit, si on appliquait cette corrélation-là par rapport à la relation qu'il y a entre le riche et le bonheur, est-ce qu'on pourrait le faire dans le comportement du consommateur via, justement, une corrélation entre la classe moyenne, donner un élément de motivation? Voilà. Ou encore, ce maintien, parce que là, moi, l'idée, mon intuition de départ dit... Mon intuition de départ, c'est que la classe moyenne, justement, participe à cette espèce de croissance de l'industrie du luxe. C'est-à-dire, est-ce qu'elle participe, alors, est-ce qu'elle a déjà participé ou elle participe aujourd'hui? C'est un phénomène à aller vérifier. À partir de là, je me dis, est-ce que ce maintien de cette croissance-là, qui, hypothétiquement, selon mon intuition, serait
portée par la classe moyenne, est-ce qu'on pourrait penser que c'est une consommation finalement qui devient induite à la même façon que Hirschman conceptualise justement la consommation, nos rapports de consommation. Alors, à savoir que si la consommation une consommation de la mode de luxe serait une consommation induite, ce qui est une consommation induite, ça veut dire tout simplement que celle-ci ne s'arrête pas juste à la possession d'un objet, mais elle induit d'autres besoins. C'est-à-dire, en fait, Hirschman, ce qu'il dit tout simplement, c'est qu'il prend l'exemple, quand on devient parent, on sait très bien qu'on a des consommations, mais on a des consommations qui sont induites. Parce que nos enfants, qui ont des parents, ont des enfants, on sait que les enfants nous coûtent cher. Donc, c'est des consommations qui sont induites. Moi, j'applique cette espèce de cadre théorique-là d'une façon très modeste, hein, soit dit en passant, c'est des idées, parce que moi aussi, c'est une étude exploratoire. Alors, je me dis, est-ce que cette consommation induite-là, du fait de consommer la mode de luxe, pourrait, elle aussi, justement, être une consommation de type induite qui, elle aussi, procurerait justement d'autres besoins. C'est-à-dire, je ne peux pas me limiter juste à avoir un sac à main d'une telle marque, parce que pour aller avec ce sac à main-là de telle marque, il faut que j'aie d'autres habits qui vont ensemble. Enfin, ce serait un tout. Voilà pour mes intuitions. Et je poursuis. Pour la première phase que je vous présente aujourd'hui, c'est mes objectifs, très modestes, soit dit en passant, des objectifs de recherche. Quelles sont les principales transformations sociales et comment ont-elles changé les composantes de la classe moyenne québécoise, à prime abord depuis les années 80 à aujourd'hui? En quoi ces nouvelles composantes ont modifié les comportements d'achat de cette classe sociale, particulièrement pour ce type de consommation? Et depuis les années 80, l'industrie de la mode connaît de nombreux changements. Quels sont-ils? Quel rapport ont-ils avec les changements dans les comportements d'achat de classe moyenne? C'est l'essentiel que je vais vous présenter aujourd'hui. Ma stratégie de recherche, comme je l'ai mentionné précédemment, excusez-moi, je me sens un peu stressée, je n'ai pas l'habitude, puis je n'ose pas prendre le micro parce que je vais me mettre à danser. C'est rare que je reste, je suis une fille qui se promène tout le temps, puis là je suis comme prise là. Fait que je vais prendre une respiration. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon. Ma stratégie de recherche, en fait, elle est assez simple. J'ai fait une recension des écrits et là, je vous passe sous silence parce que sinon, je pourrais vous parler, puis ça me ferait plaisir même de passer le reste de la journée avec vous pour parler de ça. J'ai lu et relu, j'ai fait mes devoirs et plus spécifiquement, j'ai lu des ouvrages généraux, des articles très spécialisés sur les transformations de la classe moyenne canadienne, québécoise et les autres pays. Bien entendu, je le souligne ici, les autres pays, on a une panoplie. Vous pouvez en témoigner si vous étudiez la Chine, l'Inde. On a une multitude d'articles scientifiques très quantitatifs, trop même pour moi, parce que moi aussi, Marie-Ève, je suis qualitative un peu. Alors, et c'est pour ça que là-dessus, on a énormément de documents. Contrairement aux transformations de la classe moyenne québécoise et son rapport au luxe. Ici, je le souligne tout de suite d'emblée, je suis encore à faire un travail de moine. La numérisation de certaines données ne sont pas disponibles, il faut vraiment aller dans des rapports et aller directement dans des documents qui sont numérisés. Je suis encore même à faire encore colligner justement cette littérature. Voir aussi les différents comportements d'achat de divers consommateurs de 1980 à aujourd'hui. On comprendra que depuis les années 90, 2000, on a beaucoup plus de données. Okay? Et de données beaucoup plus spécifiques, justement, sur la consommation et voir comment on peut s'entendre, justement, c'est quoi une consommation de type de mode de luxe. Avant ça, c'est le fouillis, bordel, et même, je vous le dis, c'est très difficile d'arriver à avoir une donnée québécoise, de dire qu'en 1972, on consommait telle affaire pour telle affaire. C'est très difficile. Okay? Le Bureau de la statistique du Canada et même Statistique Canada n'en était pas rendu là. Okay. Et l'état, bien entendu, de l'industrie du luxe depuis les années 80. Ça fait partie de ma recension. Je tiens à souligner
Je ne sais pas si elle est ici. Marie-André n'est pas là. Je tiens à souligner un travail formidable. Elle m'a facilité énormément la tâche pour faire la recension. C'est Marie-André Léonard, Andréane Léonard, pardon, ici la bibliothécaire, qui m'a... Allez? Ah, mon Dieu, bon, excuse-moi. Un grand merci. Bon, je voulais souligner ton travail formidable. Ça m'a fait... c'était pas une tâche facile. Alors, voici le volet de luxe. Bon, écoutez, je pense que depuis l'avant-midi, tout le monde en a parlé. Je doublonne à peu près les dires les conférenciers qui me précèdent, même celui d'Emmanuel, qui est ceux des registres. Hein? Et puis, ce que je peux vous donner juste comme anecdote, par exemple, c'est que la pénétration et même, je dirais, l'interpénétration de toute la diversification de l'origine de la marque à aujourd'hui, de l'origine de la maison à la marque aujourd'hui, c'est du travail. Je peux vous dire que c'est toute une littérature. Et quand on commence à lire la littérature de l'industrie du luxe ou les maisons de luxe ou les marques de luxe, veut pas, il faut faire nos devoirs, c'est quasiment faire une recension des écrits historiques. Alors là-dessus, soit dit en passant, je passe rapidement, justement par contrainte de temps. Ce qu'on peut retenir, par exemple, là, je l'ai écrit ici rapidement, d'une façon grossière, juste pour voir que le marché mondial du luxe, à savoir, juste pour bien situer ma première intuition, qui est celle que j'essaie de voir si la classe moyenne québécoise et canadienne a participé à l'industrie, justement, à la croissance de l'industrie du luxe ici, au Québec et au Canada, pareillement à ce que l'on voit comme le phénomène sur le marché mondial du luxe. En 1999, vous voyez, la croissance énorme, là, sont en milliards d'euros. OK? Je m'arrête là-dessus sur le volet du luxe parce que mes propos sont pareillement à ceux de mes collègues. Les registres, la marque et toutes les intentions, justement, et stratégies marketing qu'ils font. La plupart de tous les articles sont, justement, concernent l'industrie et toutes les démarches, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, justement, pour pouvoir... On sait qu'il y a eu des très grandes transformations dans les années 80. On parle, entre autres, qu'on était dans une culture de maison, puis là, on est devenu dans une culture de stratégie de marque. Je pense que Mme Emmanuel en avait glissé un mot, justement, ce matin. Alors, sur le volet plutôt de la classe moyenne, ici au Québec. En fait, la classe moyenne supérieure ou inférieure, pardon, ça dépend où à la médiane. Okay? L'indicateur principal, même si certains auteurs vont dire que c'est un indicateur qui est relatif, et moi-même aussi, je le précise, à certains égards, le revenu. Okay? Et c'est encore plus vrai quand on parle de la classe moyenne. Alors, c'est un indicateur qui est relatif, mais en même temps, même on parle d'un indicateur qui est une nébuleuse complexe, la classe moyenne. Ça, c'est M. Box, Serge Box qui dit ça. Et effectivement, quand on commence à creuser, est-ce que je fais partie de la classe moyenne ou pas? Et savez-vous, statistiquement, les sondages sont que majoritairement, les Québécois et les Québécoises et les Canadiens et Canadiennes ont la prétention d'emblée, à tort et à travers, là, à tort et sans raison aussi, on pose la question, est-ce que vous faites partie de quelle classe? Vous faites partie? D'emblée, tout le monde dit de la classe sociale. Pas la classe sociale, pardon, mais la classe moyenne. Alors, c'est une perception que l'on a justement de la classe moyenne. Ici, la classe moyenne, on la voit, les personnes seules et les familles monoparentales. Pourquoi je vous place justement ça? C'était pour voir, juste pour souligner le revenu médian, qui était celui, les transferts d'impôts, comment on le calcule. Okay? Je ne rentre pas dans le détail, pas du tout. Ce qui a changé énormément depuis les années 80 et même avant, depuis les années 60 ici, okay, c'est plus un secret, c'est exactement les composantes qui font les structures des ménages. Alors, je donne juste l'exemple de penser l'entrée massive des femmes sur le marché du travail et vous avez une cloche qui sonne de sens commun, tout le monde dit « Ah ben oui ». Qu'est-ce que ça a fait? Bien, ça a créé un pouvoir d'achat plutôt plus grand. Pourquoi plus grand? Bien, parce qu'il y a deux revenus. À partir de ces deux revenus-là, bien, on comprendra que la consommation, les comportements de consommation sont largement élargis. De la même manière qu'au début du siècle, qu'on avait une consommation, la révolution industrielle, etc., avait élargi. Okay? Je prends juste cet exemple-là parce que les exemples des composantes des ménages sont assez quand même... Je veux plutôt poursuivre sur des éléments qui sont un petit peu plus fun à discuter.
Ici, voyez-vous, on a l'enquête de Fortin et Tremblay, soit dit en passant, c'est une enquête qui a été faite dans les années en 1959. Elles sont plutôt assez rares, les enquêtes. Si de mémoire, je pense que c'est une des premières et une qui est une des plus certaines. On n'avait pas cette espèce d'engouement pour ça, justement, de faire des enquêtes pour vérifier. Et puis, cette enquête des budgétaires des familles salariées, OK, pour l'ensemble des Québec, mais ça ne compte pas les personnes en milieu rural. OK? Là, juste pour à titre indicatif, vous voyez la nourriture. OK? Ah, puis même un autre élément aussi indicateur, bas revenu, revenu moyen, haut revenu. Voyez-vous, on est loin de penser, est-ce qu'on est dans une classe moyenne inférieure ou moyenne ou supérieure. On est vraiment d'une façon très, comment dire, de base. On voit que les premiers postes, la nourriture, le logement, le vêtement, on voit que le vêtement est au 3e poste. On est en 1959. OK? C'est assez intéressant. Je vous laisse penser, pas savoir. On se met tous dans le contexte social, justement, de l'époque, en 1959. Oups! Ici, on se met en 1969. 10 ans. Vous savez que 10 ans, une décennie dans une société, c'est très peu, hein, sur le plan historique, mais ici, au Québec, on le sait, on a vécu assez de très grands changements. Voyez-vous, on a l'alimentation, le logement, le transport, les loisirs et l'habillement. Oh, le loisir en 69, le loisir était à 7,2 et en 2004, il est à 9. On le voit, il monte toujours. Alors que l'habillement, lui, régresse. Voyez-vous, le rapport, justement, dans les comportements d'achat. Pourquoi le loisir? Là, j'ai donné le loisir, mais on pourrait penser au transport. Au transport, ça s'explique beaucoup. On part de 11 jusqu'à 16, quoique ce n'est pas si pire parce qu'on a d'autres statistiques. On parle de l'étalement urbain, les voitures, les aspirations. Encore ici, il faut dire que c'est des données qui ne donnent pas des données qui sont exactes sur le luxe. C'est vraiment pas facile, justement, de voir. On peut juste prendre une image, le regard, justement, le cliché, juste avoir des comportements de la classe moyenne. Ici, de 1986, encore ici, c'est à titre indicatif parce que ça ne concerne pas nécessairement les objets de luxe. Quoique, parce que là, ça commence ici en 1986, on voit la télécouleur, voyez-vous, on part les lave-vaisselle, on en a 39, on tombe à 5. Si on évaluait, si on conceptualisait l'objet lui-même comme un objet de luxe, bien, on pourrait voir que finalement, l'industrie de cet objet de luxe-là, pensez au frigo, a porté la consommation. C'est l'émergence d'une classe avec un revenu discrétionnaire qui a porté justement la croissance de cette industrie. Voyez la relation que je fais avec ça. Ici, en 1982-2000, on voit les classes défavorisées, la classe moyenne, mais on voit le niveau de vie. Fait qu'on voit qu'il y a un niveau de vie, bien entendu. Et là, quand je parle de classe moyenne aussi, je parle de classe moyenne qu'on a établi 3 éléments, 3 barèmes de classe moyenne inférieure, classe moyenne et de classe moyenne supérieure. Aussi, il faut je l'ai exclu parce que là, je continue à penser à la classe moyenne, mais on pourrait penser aussi à notre pourcentage de riches, de nouveaux riches ici au Québec, qui font partie, eux aussi, qui ont glissé rapidement. Parce que vous savez, ce n'est pas un mythe, nécessairement, on peut le voir sur le plan statistique, quoique des auteurs pensent encore que c'est plutôt un mythe, parce qu'on a comme une perception de pensée, on disait que la classe moyenne était en déclin. Qu'il y a un clivage qui s'effectue entre, justement, on devient pauvre, puis c'était la hantise dans les années 80, on pensait, ceux qui étaient de la classe moyenne, on aspire à devenir une classe moyenne supérieure, même riche. Puis là, on avait peur de décliner, parce qu'il y a eu, bon, nos 30 glorieuses, bien entendu, mais après les 30 glorieuses, il y a eu quand même un effet de l'État où l'État se retirait à certains égards. Alors là, les consommateurs se disaient « Oh, je m'en vais vers où? Je vais sombrer dans soit la classe pauvre, puis j'étais une classe moyenne, et plutôt que de m'en aller vers les riches. » Aujourd'hui, on peut vous dire que la classe, c'est un mythe de penser que la classe moyenne était en déclin. Au contraire, la classe moyenne, curieusement, elle s'est maintenue. Okay? Et c'est ce qui vient appuyer encore mon hypothèse.
pas une hypothèse parce que je suis vraiment dans les intuitions, ce qui m'amène justement à poursuivre en ce sens, qui me motive d'ailleurs en ce sens. Oups! Ah, c'est bizarre parce que c'est l'effet, c'est mon... Oh. C'est triste, savez-vous c'était quoi? C'était une photo, et je vais vous la présenter plus tard, je vais essayer de faire juste un petit cliché. C'était une photo de famille typique en 1959. Vous auriez eu le sourire, puis j'aurais pu pas parler pantoute, puis vous montrer cette photo-là, puis là, vous auriez dit, « Ouais, je viens de comprendre. » Il y avait comme 9 enfants autour de la table, la maman qui s'activait et tout ça. Fait que vous auriez, quand on parle justement de la structure, c'est ce qui est le gros changement de la structure des ménages qui a changé. Puis on parle de changement, certains auteurs disent un changement structurel, mais d'autres même vont penser que c'est un phénomène. OK? Et ça s'est poursuivi aussi chez d'autres sociétés industrielles. Rapidement, mes éléments de la deuxième phase d'études, ce que je souhaite faire, ce serait poursuivre une recherche bibliographique plus pointue. Je vous ai dit, j'ai initié ce petit projet-là. C'est une ébauche, en fait, parce que j'ai commencé au mois d'octobre. Le temps m'a manqué, évidemment. J'aimerais ça creuser encore plus, puis aller chercher, aller fouiller, vraiment trouver des auteurs, aller voir comment on a justement le rapport au luxe et comment tout s'est fait, et avoir des données beaucoup plus, plus puissantes, plus rigoureuses sur les années avant 1980 pour pouvoir poursuivre. Est-ce que ça existe? Je suis encore à faire mon travail de moine. J'aimerais réaliser aussi une étude, beaucoup plus une méthodologie, beaucoup plus qualitative et compréhensive, bien entendu. Les données, quand on parle de consommation, les données sont beaucoup quantitatives, alors j'essaie de rester un petit peu plus dans le qualitatif. J'aimerais aussi valider auprès des consommateurs et des consommatrices les raisons qu'elles se donnent pour opter sur ce type de consommation, la mode de luxe. D'abord, je ferai une entrevue, petit échantillon, justement parce que c'est très, exploratoire, auprès de femmes et d'hommes des groupes d'âge différents. J'aurai des jeunes adultes, j'aurai des adultes matures aussi, mais ce qui m'intéresse davantage, c'est les personnes âgées. Les personnes lesquelles ont vécu, justement, dans les années 80, toute cette espèce de, démocratisation du luxe ou, plutôt, une ouverture de l'offre et de la demande sur l'industrie du luxe. Okay? J'aimerais entendre leur récit, comment elles comprennent elles-mêmes, justement, cet élément-là, dont le revenu correspond à là où les classes sociales. Puis vous savez, je fais juste une petite anecdote, c'est fort probable que dans mon échantillon de personnes âgées qui sont aujourd'hui, si elles ont vécu, mettons, avec les enfants dans les années 80, on peut parler de les personnes 65 ans et plus aujourd'hui, à 70 ans, on pourrait rester surprise que peut-être qu'eux certains d'entre eux n'ont pas maintenu de correspondre dans la classe moyenne parce qu'on a vu un appauvrissement exactement de personnes, certaines, générations, de générations où aujourd'hui les personnes âgées. Bien entendu, je vous dis, je parle comme ça, mais il faut savoir aussi qu'on a eu quand même les crises économiques et tout ça qui sont d'autres facteurs. Ensuite, mon questionnement portera justement sur la consommation actuelle ainsi que passée, comme je viens de vous dire, afin de voir comment les personnes y ont raisonné puis ils comprennent justement cette espèce de comportement d'achat. Constater aussi ce qu'il ressort des éléments absents d'autres études, puis réaliser, soit pour apporter justement quelque chose de mieux à la connaissance, une pertinence à l'étude que je souhaite faire. Voilà. Mon mot de la fin, en réponse aux objectifs de départ, je suis partie avec l'idée qu'il y avait eu des transformations. Effectivement, la principale transformation est le changement radical des structures des ménages. Ensuite, les nouvelles composantes de structures, les dépenses ont permis une démocratisation des comportements de consommation. Du côté de l'industrie de la mode, jusqu'à maintenant, la diversité des registres, des identités que celle-ci procure, propose aux consommateurs une panoplie de motivations, évidemment, pour s'adonner à ce type de consommation. Et là, je pense que la classe moyenne ne fait pas exception. Ce ne sont pas juste la classe plus riche, les plus nantis qui sont visés justement par toutes les stratégies marketing.
Cependant, ce qui revient dans la littérature de l'industrie du luxe, c'est que les modèles historiques des stratégies de prix, de distribution et de clients sont remis en question. Et j'écoutais ce matin Emmanuel, justement, qui corroborait, son propos corroborait en ce sens. On dit que les marques doivent opérer un changement fondamental de paradigme si elles veulent réussir dans les années à venir. Voilà, un grand merci de m'avoir écouté.